Chers amis d'Omerta, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau grand entretien. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Georges Fenech. Georges Fenech, vous êtes ancien juge d'instruction, ancien magistrat, vous avez été aussi député, vous êtes chroniqueur sur CNews et vous êtes spécialiste des questions de police-justice qui nous intéressent particulièrement pour ce dernier numéro du magazine d'Omerta consacré à l'enfance sacrifiée. Je précise qu'un de vos postes les plus significatifs a été d'avoir présidé la Miviludes. Vous êtes donc aussi un spécialiste des sectes. Et ma première question, elle est d'ordre un peu général. Est-ce que, aux postes et aux responsabilités que vous avez occupés, est-ce que ces phénomènes de sectes qui touchent particulièrement l'enfance vous ont marqué et est-ce qu'ils revêtent une importance particulière en ce moment en France ? Oui, ce sont des affaires toujours très douloureuses dès lors que ce sont des enfants vulnérables. Qui sont victimes de différentes manières. J'avais effectivement étudié ce sujet et combattu également ces atteintes lorsque je présidais la Miviludes, mais également en tant que parlementaire et président de la commission d'enquête parlementaire sur les influences sur la santé morale et physique des mineurs par les groupements sectaires. On avait estimé que ça touchait environ, c'est une estimation, 50 000 enfants en France, vous voyez, c'est pas rien, qui sont victimes directement ou indirectement par le fait de l'appartenance de leurs parents à une communauté sectaire et qui sont victimes de faits graves. On pense évidemment aux atteintes sexuelles, tous les actes de pédophilie, quelquefois accompagnés de torture. On pense évidemment à la privation de soins. On ne soigne pas les enfants, considérant que la maladie est envoyée par Dieu et qu'il faut donc l'accepter. Des enfants qui sont en rupture avec la société, rupture scolaire, qui vivent enfermés dans une idéologie avec un endoctrinement très anxiogène et qui ne leur permettra pas de devenir des citoyens libres et éclairés, parce que précisément ils ont vécu dans une ambiance tout à fait de rupture par rapport au reste de la société. Donc oui, ce sont des sujets qui effectivement sont très préoccupants et qui méritent qu'on ne baisse jamais la garde dès lors qu'il y a un mouvement, une famille qui enferme ses enfants. Dans votre carrière de magistrat, votre carrière politique aussi, vous avez vu cette évolution des dangers qui pèsent sur l'enfance. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté, on parle beaucoup de prévention, etc. On peut ressortir on peut dire qu'il y a une mise en danger croissante des enfants. Est-ce que ces phénomènes sont croissants avec Internet ? Ou est-ce qu'au contraire, vous voyez, il y a peut-être moins de cas que quand vous avez démarré ? Non, je ne pense pas que le phénomène soit en repli. Il est au contraire en augmentation. Notamment par, vous le disiez, par le phénomène d'Internet et les réseaux sociaux qui accentuent encore davantage les offres. Vous avez des familles qui sont ciblées par certaines, on appellera des gourous, si vous voulez, qui sont vulnérables elles-mêmes parce que l'enfant a une maladie incurable ou on pense à des particularités comme l'autisme, par exemple, l'hyperactivité. Des parents qui sont démunis et qui vont chercher et qui vont tomber quelquefois sur des individus très peu scrupuleux. Il y a des mouvements aussi qu'on connaît, des mouvements qui ont une dimension internationale, comme le mouvement Criéon, qui s'est accaparé ces enfants qui ont une particularité et qui considèrent comme des enfants un peu élus, en réalité. Ils les nomment des enfants indigos, des enfants cristal, avec une auréole au-dessus de la tête, et ce sont des enfants qu'il faut considérer comme étant différents du reste de l'humanité, en capacité, par leur particularisme, d'élever précisément l'humanité. Donc
surtout ne pas considérer l'autisme en l'espèce comme un problème de santé, mais bien au contraire, une chance pour l'enfant et pour l'humanité tout entière. Et là, vous voyez, on tombe dans une dérive, une absence de soins, de traitement, et les parents, quelquefois, sont embarqués à leur insu, je dirais, parce qu'ils sont à la recherche d'une solution. Vous avez été un des premiers à parler du phénomène des enfants souris. Et là, typiquement, on est dans le cas de l'importation de l'étranger, de traditions, de croyances ancestrales, donc proviennent du Maghreb. Il y a aussi le phénomène des enfants albinos en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest, et qui arrivent en France. Pourquoi vous avez décidé de parler de ce phénomène ? C'était à l'occasion de l'affaire tragique de Lola, cette pauvre fille de 12 ans qui a été victime d'un crime absolument barbare, commise par une certaine Dabia, influenceuse notamment, qu'on voyait bien sur les réseaux à l'époque. Et la manière dont le crime a été perpétré avec une forme de rituel m'a fait penser, mais je prends toutes les prudences nécessaires, n'ayant pas d'éléments du dossier, ça m'a fait penser effectivement au rituel dans l'appréhension par certaines populations, notamment au Maghreb et plus précisément au Maroc et en Algérie, des enfants qu'ils surnomment les enfants zouris, qui vient de zar, la chance en arabe, donc des enfants particulièrement chanceux parce que doués de capacités surnaturelles, qui sont capables de découvrir des trésors cachés, enfouis. Selon la tradition, pendant toute une époque, ces familles un peu bédouines qui étaient itinérantes cachaient leurs biens, leurs trésors, ce qu'ils pouvaient posséder au fond des puits ou dans les sous-sols. Quelquefois disparaissaient et ces trésors étaient oubliés. Et selon la légende, en possession d'esprits un peu malins, les djinns, comme ils les appellent, les djinns. Et donc seul le sacrifice d'un enfant, qu'on appellera un enfant zouri, qui présente des particularités physiques, c'est-à-dire la plupart du temps des enfants blonds, pour ces pays c'est déjà une particularité, avec une morphologie particulière, c'est-à-dire notamment des lignes de vie horizontales sur la main, des yeux qui ont une particularité sur le fond de l'iris, ou qu'ils présentent un strabisme, des signes distinctifs selon la tradition, le rituel, qui fait que ces enfants sont potentiellement en danger. Et plusieurs affaires ont éclaté, des affaires tragiques qui ont donné lieu à des procès d'ailleurs, au Maroc, en Algérie, d'enfants kidnappés et sacrifiés parce qu'avec leur sang, ces populations étaient censées retrouver ces trésors. On a retrouvé des enfants énucléés, par exemple. Vient se greffer aussi des trafics de dons d'organes. Enfin, ce sont des affaires vraiment épouvantables. Et donc, quand j'ai vu le meurtre de la petite Lola, qui correspondait physiquement, petite blonde, etc., et surtout le fait que l'auteur avait tracé sur la plante des pieds 2 chiffres, le chiffre 1 et le chiffre 0, ça m'a évoqué, si vous voulez, l'histoire des enfants zouris. Mais encore une fois, restons prudents. Je ne suis pas du tout certain, d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit une piste qui soit suivie par l'instruction, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser, quoi. Vous l'avez dit... Parce que c'est une Algérienne de nationalité qui vient avec sa culture, ses traditions, et que peut-être... je ne sais pas, mais n'ayant pas accès au dossier, je ne peux pas m'avancer davantage. Vous l'avez dit, au Maghreb, c'est quelque chose de connu, qui donne lieu à des procédures, des jugements, etc. En France, est-ce que ce phénomène qui est importé du Maghreb, est-ce qu'il est justement, enfin, à sa juste valeur, pris en compte par les autorités, que ce soit la police ou la justice? Parce que c'est quelque chose d'assez récent, finalement.
heureusement, ça reste extrêmement rare et exceptionnel. Il n'y a pas de fait de cette nature, que je sache. C'est un crime tout à fait hors norme, encore une fois barbare, commis par une jeune femme, qui plus est. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait une importation de ce type de culture chez nous, à ma connaissance en tout cas. Hein. Après, on peut s'interroger sur d'autres sujets, hein, notamment une culture plus violente, une culture un peu séparatiste, de ces enfants que l'on voit de plus en plus violents entre eux. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on n'ait pas, dans ces milieux issus effectivement de l'immigration, des attaques qu'on ne voyait pas autrefois, au couteau, pour un oui, pour un non, des règlements de compte à la Kalachnikov pour protéger des trafics. Tout ça est en pleine explosion. Et d'ailleurs, si le président Emmanuel Macron annonce un Grenelle de ces violences commises par les mineurs, c'est bien qu'il y a un sujet qui est nouveau. Hein. Alors je ne crois pas que ce soit le Grenelle qui va régler quoi que ce soit. On sait très bien ce dont il s'agit quand on parle de ces mineurs qui sont à la fois auteurs et victimes. Hein. On sait très bien qu'il y a là effectivement une violence qui a été importée d'ailleurs. Quoi. Vous parliez pour poursuivre sur cette affaire, vous parliez de satanisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'employer ce terme qui est très fort? Ben, écoutez, il y a... c'est quelque chose de très, très peu connu en fait. Hein. Il y a aussi des mouvements satanistes dans notre pays hein, et qui attirent des adolescents. Des adolescents en souffrance, en recherche d'identité, et qui sont attirés par une certaine culture. Alors là, on sort un peu des cultures étrangères, je dirais, encore que une culture basée autour d'une tenue vestimentaire, sombre, d'une musique particulière, généralement métal musique, et qui fréquentent certains lieux, certains établissements, certaines librairies, et tombent dans un embrigadement sataniste. J'avais mené une enquête d'ailleurs là-dessus quand j'étais président d'Amivilude avec un guide particulier à destination des parents pour repérer les signes d'appartenance éventuelle de leur enfant, de leur adolescent à ces groupes satanistes qui se livrent à des sacrifices d'animaux, à des violences, des scarifications, voyez-vous, et qui passent quelquefois à l'acte en commettant des profanations de cimetières, de lieux de culte. Tout cela existe. Et on estimait environ 2000 jeunes adolescents touchés par ce phénomène. Pour vous, dans ces phénomènes, il y a des phénomènes de société, mais est-ce qu'il y a aussi je dirais, un problème d'éducation parce que tout démarre du cercle familial et des parents. Pour vous, c'est la responsabilité des parents est à mettre en cause dans ces dérives? Ben, il y a un problème de l'éducation, c'est évident. Il y a un problème d'éducation de ces enfants qui sont soit livrés à eux-mêmes parce que les parents sont dépassés, des familles monoparentales souvent, ou alors des parents qui laissent faire, hein, ça existe aussi. Il y a d'ailleurs des textes de loi qui prévoient une infraction spécifique pour les parents qui, de par leur carence éducative, ont généré la délinquance de leurs enfants. Donc la responsabilité des parents, elle est évidente, mais ça n'enlève en rien non plus, de mon point de vue, la responsabilité des jeunes entre 13 et 18 ans qui choisissent la violence, qui choisissent un mode de vie hors la loi, de trafic notamment de stupéfiants. On ne peut pas excuser totalement le mineur du fait de la carence éducative de leurs parents. Je pense qu'il faut traiter cette délinquance de manière ferme si l'on veut éviter l'escalade ensuite.
Or, on a tendance aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit dans les tribunaux pour enfants, à toujours préserver ce fameux primat de l'éducatif en excluant toute forme de sanction, en considérant que c'est toujours rattrapable. Or, moi, l'expérience m'a appris que lorsqu'on avait une sanction immédiate, rapide et visible, compréhensible du mineur, c'était bien plus efficace que temporiser sur la durée avec des systèmes éducatifs. Certes, il faut toujours, évidemment, l'éducatif, mais ne pas oublier la vertu pour un mineur de ce que représente une sanction. Une privation de liberté, 15 jours, 1 mois, 2 mois, dans un centre éducatif fermé ou dans un établissement pour mineurs, ça peut entraîner un coup d'arrêt, cette délinquance. Mais si vous continuez dans la compréhension des peines qui n'ont pas de signification pour les mineurs, l'admonestation, la remise à parents, le sursis, le contrôle judiciaire, tout ça, le mineur, ce qu'il voit, c'est qu'il rentre chez lui dans son quartier et qu'il reste libre. Voilà. Et tant qu'il n'aura pas été privé de sa liberté, il aura le sentiment d'une impunité, d'une toute-puissance, il devient un vrai caïd et il ne s'arrêtera pas. Pour les parents, on parle aussi en ce moment de couper les allocations familiales en cas d'infraction d'un enfant. Est-ce que vous trouvez que c'est aussi une bonne chose de responsabiliser un peu plus les parents dans le suivi du... Je ne suis pas convaincu que ce soit le chemin qui soit pris par la chancellerie actuellement. Et pourtant, ça pourrait être une mesure efficace. Non pas couper totalement les allocations familiales, parce que ça peut aggraver encore la situation de la famille, mais instituer une tutelle aux prestations sociales. C'est-à-dire que les parents dont on découvre une carence grave ne percevraient plus les prestations sociales qui seraient gérées par un organisme, notamment au niveau du département, par exemple, ou de la commune, pourquoi pas, et qui géreraient eux-mêmes, qui seraient attributaires pour le compte des parents des prestations sociales, et qui en feraient l'usage que les parents ne font pas, en réalité. On l'avait fait à une époque, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy, on avait institué une tutelle aux prestations sociales pour les enfants, pour les familles d'enfants déscolarisés, des enfants qui n'allaient plus à l'école. Ça a marché. Premier avertissement, attention, votre enfant s'absente. S'il y a un comportement qui se vérifie à plusieurs reprises, vous serez mis sous tutelle de prestations familiales. Généralement, au deuxième avertissement, on avait constaté que l'enfant retournait à l'école. Et ce qu'on a pu regretter, c'est que la gauche, étant revenue au pouvoir, ils avaient supprimé cette disposition qui donnait des résultats. La tutelle, finalement, n'était même pas mise en place parce que au deuxième avertissement, les familles comprenaient que ça devenait sérieux. Et dès lors que vous touchez au porte-monnaie, là, on comprend les choses, quoi. Vous êtes l'auteur d'un livre, L'ensauvagement de la France aux éditions du Rocher. Vous décrivez cette aggravation des phénomènes de violence, notamment urbaine, imputable aux jeunes, voire même aux très jeunes. Comment expliquez-vous, vous qui êtes un observateur, un acteur de la vie politique publique depuis de nombreuses années, que malgré ce que vous disiez, c'est-à-dire des mesures pour essayer d'endiguer certains phénomènes, comment expliquez-vous que malgré tout ça, il y a eu une lente descente aux enfers et qu'on en arrive aujourd'hui là où on en est? Vous savez, il y a plus de 20 ans, j'ai publié déjà Tolérance zéro. Tout était là. L'ensauvagement de la France et finalement le constat que les choses se sont aggravées par rapport à cette époque. J'ai l'impression d'un peu prêcher dans le désert, de ne pas être écouté sur les causes, la cause essentielle qu'on ne veut pas voir, que personne ne veut voir, ou en tout cas qu'on n'ose pas aborder. C'est le problème de l'idéologie
qui a gangréné la magistrature, mais gangréné depuis les années 70-80, notamment avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, et qui a mis en application cette culture de l'excuse, considérant que le criminel, et notamment le jeune criminel, est lui-même d'abord la première des victimes. Victime de nos péchés coloniaux, victime des discriminations ethniques, sociales, et que donc, selon cette vision un peu marxisante, je dirais, dialectique matérialiste, qui consiste à dire le crime est un sous-produit de toutes nos discriminations, il n'y a aucune raison de sanctionner. Il faut au contraire comprendre, excuser, aider, mais jamais de sanctions, puisque nous avons affaire à des victimes. Les tribunaux pour enfants sont investis par cette idéologie. J'ai été substitut des mineurs, je voyais bien les casiers judiciaires à rallonge des mineurs qui comparaissaient devant les juridictions, ils ne savaient même plus, ils ne se souvenaient même plus de ce qu'ils avaient fait. Quelquefois, ils étaient déjà majeurs. Ça n'avait aucun sens, des machines qui tournent à vide et qui continuent aujourd'hui à tourner à vide. Il y a, si vous voulez, une omerta, je pourrais dire, sur cette question-là. On se protège et on véhicule cette idéologie permissive, en réalité. Tant qu'on n'aura pas vu ça, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre... Les policiers le savent, puisqu'ils crient. Le problème de la police, c'est la justice. Eux le savent. Parce qu'ils voient bien que ce qu'ils ont arrêté la veille est dehors le lendemain. Donc ça les interpelle. Et tout ça est fait à bas bruit. Mais de temps en temps, il y a une alerte. On dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe avec la justice? L'alerte, ça s'est produit, par exemple, lorsque ce syndicat de la magistrature participe aux fêtes de l'humanité, la fête de l'UMA. On les voit, tiens, mais qu'est-ce qu'ils font là, les juges? Où ils dénoncent des pseudo-violences systémiques dans la police. Tiens. Où ils disent que les émeutiers ne sont pas des émeutiers, mais des révoltés. On en revient toujours à la cause sociale, discriminante du crime, etc. On les voit aussi, tiens, ils apparaissent au grand jour, à leur insu d'ailleurs, lorsqu'un journaliste arrive à capter sur leur mur de local syndical un mur des cons. Qu'est-ce qui se passe dans la justice? Il y a des magistrats qui jouent comme ça des trombinoscopes, où ils pointent du doigt des pères de famille dont les filles ont été assassinées par Guy Georges parce qu'ils ont créé des associations pour lutter contre les tueurs en série. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, de temps en temps, il y a des petits flashs comme ça, on se dit, tiens, il y a effectivement une idéologie à ce point révolutionnaire, à ce point d'extrême gauche. Ils sont partout. Ils sont dans les tribunaux pour enfants. Ils occupent les postes de JLD, donc c'est eux qui prolongent ou non les rétentions administratives des étrangers. Généralement, ils ne la prolongent pas. On l'a vu avec l'Océan Viking, tout le monde dehors. On l'avait vu en 1996 avec l'affaire de l'église Saint-Bernard dans le 18e, tout le monde dehors. Je crois que, d'ailleurs, le garde des Sceaux lui-même, Éric Dupond-Moretti, pour la première fois j'ai entendu ça, un peu surpris, avait dit « ça n'est pas un syndicat de magistrats, c'est un syndicat révolutionnaire qui consiste à dire la justice doit rétablir l'équilibre dans notre société. Il faut donc faire entrer le débat politique dans le prétoire. Et à travers des décisions, mais tout cela ne sera jamais dit ainsi, évidemment. Mais quelqu'un comme moi qui est combattu, qui a même créé une organisation qui s'appelait l'Association professionnelle des magistrats dans les années 80 pour essayer de lutter contre cette influence pernicieuse d'une politisation de l'institution judiciaire, on m'a réglé mon compte. Le syndicat n'existe plus. J'ai été poursuivi. Le syndicat a été vilipendé. Nous étions évidemment des fascistes. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi je le sais, parce que je l'ai vécu, cette culpabilisation de punir. Je l'ai vécu dès mon entrée à l'École nationale de magistrature, où on m'expliquait tout cela. On m'expliquait qu'il ne fallait pas considérer forcément un vol à l'arraché comme particulièrement grave, mais ça peut aussi, on peut avoir une vision d'une redistribution sauvage des richesses. J'ai entendu tout ça à l'École de la magistrature. Donc tant qu'on n'aura pas supprimé l'École nationale de magistrature, tant qu'on n'aura pas, pour casser ce corporatisme, cette idéologie, tant qu'on n'aura pas traduit devant des sections disciplinaires des magistrats qui sortent de leur mission pour aller se répandre, manifester dans les rues, distribuer des guides aux manifestants, etc., on ne réglera rien.
On pourrait faire tous les Grenelles de la sécurité des mineurs, comme on s'apprête à le faire, les états généraux de la justice qui ont déjà eu lieu, tant qu'on ne touchera pas à cette surpuissance de magistrats qui ne rendent de compte à personne, qui n'ont aucune légitimité parce qu'ils ne sont pas élus par le suffrage universel, mais qui appliquent leur vision du monde, celle que je viens de décrire, avec un habillage très scientifique, la défense sociale nouvelle, importée d'Italie par Marc Ancel, où on explique tout ce que je viens de vous dire. Le crime, c'est le résultat de la misère. Il y en a un qui s'était mordu les doigts, c'était Jospin. Lorsqu'il a été éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle, j'ai péché par naïveté. J'ai cru qu'en faisant reculer la misère, le chômage, je ferais reculer la délinquance. Mais pas du tout, pas du tout. La délinquance ne recule que lorsqu'il y a une application stricte et ferme de la loi. Tout le reste, c'est du verbiage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à avoir sur le concept d'état de droit à la française, qui permet effectivement une protection maximale des citoyens, mais qui empêche aussi, comme la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, comme le Conseil constitutionnel aussi, qui fait blocage sur, je dirais, des revendications, des choix et des lois votées au Parlement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion un peu à avoir sur le modèle d'état de droit à la française? Mais l'état de droit, on y est tous attachés. L'état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une protection du citoyen contre un éventuel arbitraire d'administration. C'est ça l'état de droit, protection des libertés individuelles. Mais entre un état de droit qui est devenu en fait une protection des libertés individuelles de ceux qui enfreignent la loi, par des dispositifs très protecteurs, et une dictature, il y a, je dirais, un équilibre à trouver dans ce que j'appellerais, moi, un état de droit renforcé, avec des dispositifs qui, effectivement, permettent de lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière, contre la délinquance, contre toutes sortes de trafics, des procédures qui soient efficaces, sans pour autant porter atteinte aux principes généraux des droits de la défense, de la présomption d'innocence. Mais il faut que nous soyons en maîtrise d'abord de retrouver une souveraineté dans ces dispositifs. Vous parlez de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme a franchi des seuils et des paliers en s'immisçant dans les législations internes, finalement en créant des obstacles à la lutte contre notamment l'immigration clandestine. On a vu plusieurs exemples. Voilà. Alors, en ce qui concerne le Conseil d'État, je suis désolé de le dire ainsi, mais il y a aussi une idéologie qui s'est infiltrée au Conseil d'État. Le président de la section du contentieux du Conseil d'État, c'est l'ancien directeur de cabinet d'un Premier ministre socialiste. Est-ce qu'il est normal qu'on nomme à des postes aussi sensibles en termes de respect des libertés, de l'état de droit, des gens qui ont un parcours qui ont eu un parcours politique aussi marqué? On n'imaginerait pas le premier président de la Cour de cassation étant l'ancien directeur de cabinet d'un Premier ministre ou d'un président de la République de droite. Et pourtant, à gauche, ça paraît tout à fait normal. Voilà, donc on est effectivement très malheureusement démunis en termes de législation. On a vu tout ce qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, et je ferai la même critique pour le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il est normal que soient nommés en France les 9 sages, notamment parmi les anciens premiers ministres, qui devraient être un lieu apolitique totalement, préservant uniquement le respect de la norme supérieure qui est la Constitution. Quand Laurent Fabius dit « mais moi je ne fais pas de politique », oui mais je suis désolé. Je veux dire, on ne se refait pas non plus après toute une carrière politique. On a forcément un a priori quelque part, un préjugement, un logiciel comme dirait l'autre. Voilà, je pense que, vous voyez bien, finalement, le Conseil constitutionnel, il y a qui il y a eu Lionel Jospin, Laurent Fabius, Alain Juppé, donc des personnalités qui ont exercé d'éminentes responsabilités politiques et qui aujourd'hui sont censées adopter une grande neutralité, une grande sagesse pour dire telle ou telle loi est conforme ou non à la Constitution. On a vu ce qui s'est passé avec la loi immigration, où sous des prétextes
cavalier législatif, on a retoqué les 3/4 de la loi, en fait. Beaucoup de gens considèrent que finalement les phénomènes que vous décrivez dans votre livre, dans Sauvagement, etc., c'est quelque chose d'irréversible et que finalement un peu tout est foutu. Est-ce que vous partagez ce point de vue, ou est-ce que vous considérez qu'avec une politique différente, avec des moyens différents, des moyens accrus, on peut reprendre les choses en main et remettre comment dirais-je, les individus les plus violents, les plus sauvages dans le droit chemin? Voilà. Évidemment, c'est toujours facile de dire il faut qu'il y ait un principe que quand on n'est pas aux manettes, on peut dire beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y a une partie, malheureusement, de la jeunesse qui est perdue, qui est irrattrapable. On a un échec patent d'intégration, d'assimilation de jeunes issus de l'immigration. Il n'y a qu'à voir quand même les études scientifiques qui ont été menées pour savoir qui faisait quoi pendant les émeutes. On a bien vu. Donc, je pense que malheureusement, ça prendra des années. Hein. Mais parallèlement à ce constat d'échec, il faut se doter des moyens d'adopter des politiques publiques qui n'encouragent pas à cela, qui n'encouragent pas au séparatisme. On a voté une loi contre le séparatisme, malheureusement, elle n'est pas suffisamment efficace ni appliquée dans toute sa rigueur. Il faudra bien qu'on sorte aussi de cet angélisme que je décrivais à l'instant, et cette idéologie qui fait que quoi que fasse le législateur, de toute manière, c'est le juge qui aura le dernier mot et qui appliquera, selon son bon vouloir, des textes de loi. Tant qu'on n'aura pas dépolitisé l'institution judiciaire, c'est un phénomène très français, ça, vous ne le trouvez pas ailleurs. Hein. Il n'y a pas de syndicat politique dans la justice aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Hein. Ça n'existe pas. Voilà, je veux dire, bien sûr, il faut une volonté réelle, et pas affichée, une volonté réelle. Il faut un programme très offensif. Il faut se doter des moyens. Quand on voit aujourd'hui qu'on a environ 75 000 détenus, on a d'ailleurs battu tous les records, pour 62 000 places, qu'on nous promet à chaque élection qu'on va construire 15 000 à 20 000 places, et les engagements ne sont pas tenus. Donc quand vous aurez une justice pénale qui fonctionnera réellement avec des peines suffisamment dissuasives et surtout exécutées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous aurez évidemment carte blanche donnée dans ces quartiers où tout est permis, tout est possible, où on fait du rodéo, on fonce sur un fonctionnaire de police, je vous parle de ça parce que c'est arrivé hier, qui aurait pu le tuer, et qu'est-ce qu'on fait? On le lâche tout de suite, un contrôle judiciaire. Tant que vous aurez ce type de décision qui, dans l'esprit de ceux qui commettent ces infractions, est un encouragement finalement. L'impunité, c'est un encouragement. Finalement, c'est pas grave. Et tant qu'on n'aura pas extirpé ce poison de la magistrature, tant qu'on n'aura pas donné des moyens, construit ce qu'il faut faire, des centres éducatifs fermés, des places dans des établissements pour mineurs, et une volonté réelle d'appliquer les choses. Il y a d'autres pays, ils y sont arrivés. Il n'y a pas de raison que la France soit condamnée à ce climat de violence. Certains parlent aujourd'hui d'une France orange mécanique. Tant qu'on n'aura pas changé véritablement, avec une rupture avec ce qui se fait jusqu'à maintenant, on n'en sortira pas. Est-ce que sur les phénomènes de pédocriminalité, de secte, malgré les différences idéologiques au sein de la magistrature, vous parlez du syndicat national de la magistrature très marqué à gauche, révolutionnaire comme vous le disiez, est-ce qu'il y a quand même un point de vue commun de la magistrature sur ces phénomènes extrêmement graves de secte, de pédophilie, etc. Ou est-ce qu'il y a, je dirais, des magistrats qui peuvent, je dirais, aborder les choses d'une manière plus différente, c'est-à-dire plus indulgente, qui chercherait à psychologiser, à essayer avoir un discours politique différent sur ces sujets-là? Moi, ce que j'ai pu constater, que ce soit au Parlement ou quand j'étais à la Miviludes,
c'est que sur les questions des dérives dont vous parlez, des dérives sectaires, et notamment là où on trouve des mineurs qui sont victimes d'actes de pédophilie ou autres, il y a un consensus. Il y a véritablement, sur tout l'échiquier politique, il y a un consensus là-dessus. Il faut lutter contre cela. Tous les dispositifs, les lois, même la création d'un mission interministérielle, ça a été adopté à quasiment l'unanimité du Parlement. Il n'y a pas de clivage politique là-dessus. Dès lors que vous avez un phénomène d'emprise, d'endoctrinement avec des victimes vulnérables, que ce soit des enfants ou des personnes âgées, par exemple, il y a un consensus pour lutter contre cela. D'ailleurs, moi-même, je participe en tant que membre du conseil d'orientation de la Miviludes, toujours. Je ne suis pas macroniste. On m'a demandé, j'y vais pour apporter mon expérience, mon expertise en tout cas. Et c'est ce que je faisais lorsque je présidais moi-même la Miviludes, ou quand j'étais parlementaire. Nous avions toutes les formations politiques représentées au sein de ces instances. Ça, c'est quand même plutôt, je dirais, rassurant de voir qu'on est capable de se retrouver dès lors qu'il y a des victimes vulnérables et qu'il y a des individus qui utilisent leur capacité charismatique pour véhiculer des messages qui conduisent à des désastres. Je pense notamment à tout ce qui relève de la santé. Aujourd'hui, le vecteur principal de ces mouvements, c'est la santé. On vous promet monts et merveilles, et tout cela s'est aggravé depuis le Covid. C'est 40% à peu près des signalements reçus par la mission interministérielle sont relatifs à des questions de santé, avec des abandons de soins, avec des traitements charlatanesques, etc. Dans les phénomènes d'ensauvagement, on a l'impression que c'est une chaîne entière qu'il faut reprendre. L'éducation au sein du foyer familial, l'école, et ensuite le problème de la peine, c'est-à-dire la manière dont les juges abordent les problèmes de délinquance, et ensuite une problématique aussi problème de fermeté de la peine, et aussi au bout de la chaîne, un problème d'application et de moyens, puisque vous parliez de centre éducatif fermé, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est l'ensemble de la chaîne qui est à reprendre, parce que c'est assez ambitieux. On commence chez les parents, on termine en prison. Je vais vous faire une réponse très courte. Toute politique pénale repose sur deux piliers, la prévention et la répression. Faire que de la prévention, ça ne marche pas. Faire que de la répression brutale, ça n'a pas de sens. Il faut donc prévention et répression. Et j'ajoute, et ce sera peut-être mon mot de conclusion, que la meilleure des préventions, c'est la certitude de la répression. Georges Fenech, merci. N'oubliez pas de vous procurer l'excellent livre de Georges Fenech, L'ensauvagement de la France, aux éditions du Rocher. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. À très bientôt.